Parmi tous les jeux disponibles sur le marché, aujourd'hui on s'attaque à la catégorie des meilleurs petits jeux. Et pour cela, eh bien, c'est important de prendre quelques mesures parce que on ne voudrait vraiment pas présenter des gros jeux dans cette vidéo, hein? Alors c'est ce que je croyais, Cloudspire se qualifie dans cette catégorie. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans cette vidéo top 5 des meilleurs petits jeux que l'on peut retrouver sur le marché. Et vous devez savoir que cette vidéo est le fruit d'un sondage qui a été mené sur notre page Patreon. Alors si vous ne faites pas déjà partie de l'aventure, vous pourrez vous joindre à nous en suivant le lien qui va apparaître dans le coin de l'écran. Donc les gens qui nous encouragent de façon financière ont l'avantage de pouvoir participer en contrepartie d'un petit montant mensuel à notre sondage qui détermine le format d'une vidéo qu'on vous présente. Et ce mois-ci, eh bien, c'est le top 5 des petits jeux qui a remporté le sondage. Alors, avant de commencer à vous présenter les 5 jeux dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est important de vous préciser qu'est-ce que je considère comme un petit jeu. Alors, je ne parle pas nécessairement de la complexité du jeu, mais bien de la grosseur de la boîte. Et là, c'est drôle parce que à chaque année, lorsque le temps de Noël arrive, on a des vidéos sur plusieurs chaînes YouTube, par exemple, les meilleurs jeux pour mettre dans un bas de Noël. Et ça me fait rire à chaque année parce qu'on a toujours des jeux qui ne rentrent pas véritablement dans un bas de Noël. C'est comme si on n'était pas capable de trouver des vraies bonnes suggestions dans un plus petit format. Alors moi, j'ai décidé de me mettre un critère plutôt sévère, c'est-à-dire que pour être qualifié dans ce top, les jeux que je vais vous présenter doivent avoir une boîte qui est plus petite que celle de Welcome To, ce qui évince automatiquement d'ailleurs ce petit bijou, cette petite merveille que j'aurais bien apprécié placer dans notre top, mais de mon côté, j'ai décidé de me concentrer sur des boîtes encore plus petites que celle-là. Alors ce sera notre format de référence, donc tout ce qui est dans un format plus petit que Welcome To a la possibilité de se classer dans ce top 5. Et avant de se lancer directement dans le feu de l'action, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et pourquoi, au fur et à mesure que vous écoutez cette vidéo, pourquoi ne pas me laisser vos retours et commentaires sur chacun des jeux que je vais énoncer. D'ailleurs, je crois que vous serez surpris de plusieurs titres de cette liste parce que les jeux que je vous présente aujourd'hui ne sont pas nécessairement tous très récents. On commence avec le jeu en 5e place, il s'agit de Hero Realms, un jeu de 2016. C'est un jeu initialement pour 2 à 4 joueurs, mais plutôt, avouons-le, conseillé dans une configuration de duel de 1 contre 1. Donc c'est un jeu essentiellement compétitif, c'est un jeu de deck building avec une rivière de cartes qu'on pourra acquérir en cours de partie pour améliorer notre deck, tout dépendant parce qu'on est rendu avec plusieurs versions de Hero Realms, mais normalement, dans le jeu de base, tous les joueurs commencent avec un deck identique qu'on va personnaliser et améliorer en cours de partie. Dans les dernières années, on a ajouté des decks de personnages, donc on peut incarner le voleur ou le paladin ou l'enchanteur, ce qui nous donne un paquet de départ asymétrique, différent, des petites habiletés. Et si on se concentre sur le jeu de base pour l'instant, dans ce jeu, on va avoir principalement 2 ressources. D'une part, on va avoir les pièces d'or qui vont nous permettre d'aller acquérir de nouvelles cartes pour potentiellement améliorer notre deck. Et d'un autre côté, on va avoir des points d'attaque qu'on pourra utiliser pour cibler les créatures de notre adversaire ou éventuellement cibler directement les points de vie de notre adversaire pour gagner la partie. En plus de ça, on va avoir sur la plupart de nos cartes
des habiletés qui peuvent s'activer dès que la carte est mise en jeu. C'est possible également d'avoir des habiletés qui peuvent se déclencher lorsqu'on acquiert une carte pour la première fois. On a également des compétences qui peuvent être activées si une carte d'une couleur ou d'une catégorie précise a déjà été jouée dans ce tour-ci. L'habileté ou la compétence s'active. On aura des habiletés également que pour utiliser cette carte-là, on va devoir l'épuiser. Parfois, on va nous demander de sacrifier, donc de retirer carrément de la partie une carte précise pour activer une compétence ou une habileté. Alors, il y a quand même quelques possibilités de choses différentes qu'on peut faire avec les cartes, surtout que chacune des catégories de cartes, selon leur couleur, représente un peu comme une spécialisation, donc il y a toutes sortes de synergies possibles entre les catégories, mais il est également possible de se concentrer ou de se spécialiser dans une catégorie de cartes. Mais ce qui est selon moi le plus intéressant, parce que là je vous parle du jeu de base depuis tantôt, c'est vraiment les boîtes comme les Ruines de Tandar ou dernièrement aussi le Village perdu, qui vont offrir la possibilité d'y jouer en solo ou en mode coopératif avec d'autres joueurs dans une aventure qui prendra la forme de campagne narrative, je pense qu'on peut dire ça ainsi. Là. Il y a quand même un livre de narration, mais qui va surtout présenter des choix, des espèces d'embranchements aussi dans notre histoire, qui va nous permettre d'améliorer notre situation, notre deck, les éléments auxquels on aura accès d'un scénario à l'autre. Alors, honnêtement, ce que la campagne ajoute à l'expérience du jeu de base, c'est vraiment, vraiment très satisfaisant. Il y a une bonne rejouabilité également. Avec les personnages, ça vient varier beaucoup l'expérience. C'est mon numéro 5. En quatrième place, on retrouve le jeu Arboretum, un jeu de 2015 pour 2 à 4 joueurs à thématique de création d'une forêt, quelque chose comme ça. Et on va retrouver un deck de 80 cartes dans lequel on va retrouver également différentes catégories de cartes qui vont être illustrées par des arbres, donc différentes sortes d'arbres, qui vont également être de couleurs différentes pour que ce soit facile de les différencier, mais également le visuel des arbres diffère, donc le jeu fait en sorte que ce serait tout à fait accessible pour un joueur qui pourrait être daltonien par exemple. Et en plus, on va avoir des valeurs sur ces cartes de 1 à 8. Et à notre tour, on a 7 cartes en main. On en pioche 2, soit à partir de la pioche ou des défausses face visible des autres joueurs. On va ajouter ces 2 cartes à notre main. On va donc se retrouver temporairement avec 9 cartes en main. On doit en choisir une qu'on va mettre en jeu pour déployer notre forêt et une qu'on va défausser sur notre défausse personnelle. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la partie, soit quand le deck de cartes a été complètement épuisé. Et là, on devrait se retrouver avec une forêt devant nous de cartes qu'on a placées de façon orthogonale. Donc, dès qu'on a une carte en jeu, on peut placer une nouvelle carte à sa gauche, à sa droite, en haut ou en bas. Mais ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut essayer de créer des chemins d'arbres de même type. Mais il y a toutes sortes de règles qui peuvent s'appliquer. Notre chemin n'a pas nécessairement à être composé uniquement d'arbres de même type, pourvu que le premier arbre de notre sentier ainsi que le dernier soient de même type. Et tous les arbres qui se retrouvent dans le même sentier peuvent être de types différents à condition que les valeurs de ces arbres soient croissantes. Alors je pourrais avoir comme premier et dernier arbre, je pourrais avoir un lilas et entre-temps, dans mon sentier, je pourrais avoir d'autres sortes d'arbres pourvu que mes valeurs soient, par exemple, 1, 3, 5, 6, 7. Mes valeurs sont croissantes, mon arbre de départ et d'arrivée sont les mêmes. À ce moment-là, ce sentier-là, en fin de partie, pourra peut-être me rapporter des points. Parce que non seulement les sentiers sur la table sont importants, mais les fameuses 7 cartes qu'on aura en main en fin de partie vont l'être également pour déterminer qui va marquer ces points-là. Parce qu'en fin de partie, on va dévoiler les cartes qu'on aura en main, on va additionner les valeurs des arbres de même type qu'on aura conservé. Et si on est le joueur avec la plus grande valeur, on peut marquer nos points de sentier. Mais si un autre joueur a une valeur supérieure à la nôtre, eh bien, nos points de sentier sont
perdu. En plus, on a la carte de valeur 1 que si on garde jusqu'à la fin de la partie, on est capable d'annuler une carte de valeur 8 d'un même type d'arbre d'un autre joueur. Alors, il y a toujours cet aspect-là de comment est-ce que je place mes arbres, combien de sentiers est-ce que je fais, est-ce que je me concentre sur les sentiers de même type d'arbre puisque ça rapporte des points bonus? Est-ce que j'y vais plus varié, peut-être avoir plus de flexibilité dans mes sentiers? Et surtout, quelle carte est-ce que je garde en main pour le décompte de fin de partie? C'est vraiment excellent. En troisième place, on retrouve Jipper, un jeu de 2009, un jeu pour 2 joueurs seulement, un jeu de draft ouvert. Donc, autrement dit, dans ce jeu, on doit récupérer ou vendre des cartes qui représentent des biens de valeur comme du tissu, mais également des bijoux, l'argenterie, des pierres précieuses, etc. Et si on décide de récupérer des cartes à notre tour, eh bien, on va avoir une espèce de rivière de cartes qui va se retrouver au centre de la table qui représente les cartes que tout le monde pourrait récupérer à son tour. Mais si donc à mon tour je décide de récupérer des cartes dans cette rivière, je vais pouvoir récupérer tous les chameaux qui s'y trouvent. Ça, c'est mon premier choix. Les chameaux sont des cartes qui n'ont pas forcément de valeur ou de catégorie en soi, mais elles seront utiles pour faire du troc, dont je vais parler dans quelques instants. Donc, je peux récupérer tous les chameaux et ajouter ça près de mon espace de jeu. Un autre choix possible serait de récupérer une carte spécifique qui n'est pas un chameau, un bien précieux, et l'ajouter à ma main. Au troisième choix, je peux faire du troc, c'est-à-dire que je peux remettre sur la table 2 à 5 cartes qui m'appartiennent et les échanger contre le même nombre, 2 à 5 cartes, parmi celles qui sont disponibles sur la table. C'est là que mes chameaux peuvent être utiles. Je peux les mettre de côté pour justement, à n'importe quand, mettre en jeu justement ces chameaux-là pour aller récupérer plus de cartes d'un seul coup. Par contre, si je décide éventuellement de vendre des biens précieux que je vais récupérer, les biens qui se retrouvent dans mes mains, à ce moment-là, je dois vendre d'un seul coup des biens qui sont du même type. Et le nombre de cartes que je vais vendre, que je vais donc remettre hors de l'espace de jeu, va me donner des jetons et ces jetons vont m'accorder des points de victoire en fin de partie. Et plus les biens sont précieux, plus les jetons accorderont de points également. Du moins, il y a comme un éventail de points. Par exemple, les cartes rouges peuvent donner des jetons qui auront des valeurs de 9 à 12. Donc, ça se peut que je récupère un 9, c'est possible que je récupère un 11, etc. Et plus j'échange de cartes d'un même type d'un seul coup, eh bien là, je vais pouvoir aller récupérer plus de jetons et il y a même là, des jetons d'accomplissement. Par exemple, si tu réussis à vendre 5 cartes d'un coup, eh bien, tu peux récupérer ce jeton-là. Il va y avoir un jeton également pour le plus grand possesseur de chameaux en fin de partie. Et souvent, ça va se jouer dans un mode 2 de 3. Donc, premier joueur qui gagne 2 parties aura gagné donc l'expérience complète. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Ça passe avec n'importe qui. C'est rapide, c'est satisfaisant. C'est un jeu qu'il est impossible de brûler au sens où est-ce que c'est impossible de se tanner d'y jouer. En deuxième place, j'espère que vous serez d'accord avec moi parce que c'est certain que ce jeu-là mérite une place dans un top 5 des petits jeux, des meilleurs petits jeux. Peu importe la position où ce jeu se placerait, ça mérite une place. Moi, il est en deuxième place et c'est Love Letter, un jeu de 2012. Et c'est un jeu très très simple. En fait, c'est 18 cartes avec quelques cubes rouges, des cubes d'amour. Et à notre tour, en fait, dès le début de la partie, tous les joueurs vont avoir une carte en main. Et à mon tour, je vais en piocher une seconde, ce qui fait en sorte que lorsque c'est à mon tour de jouer, je vais avoir 2 cartes en main et je vais pouvoir choisir laquelle mettre en jeu et appliquer automatiquement le pouvoir de la carte. Et initialement, si je ne me trompe pas, il existe 8 personnages. Je dis initialement parce qu'aujourd'hui, Love Letter
connaît d'innombrables variantes dans différents univers et thématiques, mais initialement, on avait donc 8 personnages qui se retrouvent en différents exemplaires dans notre deck, qui est de 18 ou 16 cartes, là, je ne me souviens pas exactement. Et d'ailleurs, à chaque partie, on va avoir une carte qui va être retirée de la partie temporairement. Donc, on aura des cartes comme, par exemple, le prêtre. Si je mets en jeu le prêtre, eh bien, je peux regarder la main de n'importe quel joueur secrètement, ce qui est un peu louche quand on y pense bien, mais bon, c'est les règles du jeu. On a aussi le roi. Alors, le roi, si je le mets en jeu, ça me permet d'échanger ma main avec un autre joueur. On se souvient que j'ai 2 cartes en main. Je joue le roi, c'est-à-dire que l'autre carte qu'il me reste, je vais l'échanger avec la carte d'un autre joueur. Si je connais ou je crois connaître la carte d'un autre joueur, ça peut être très avantageux pour moi. On a le baron également qui va permettre de provoquer une espèce de duel avec un autre joueur. On va secrètement comparer la valeur de nos cartes et celui avec la plus petite valeur va être éliminé de la partie ou de la manche en cours. Et ça peut donner beaucoup d'informations aux autres joueurs autour de la table, sachant que le baron a une valeur de 3. Donc, seulement un joueur ayant une carte de valeur 2 ou 1 pourrait être éliminé dans ce type de duel. On a les gardes aussi qui vont nous permettre de dénoncer une catégorie, un personnage à voix haute en espérant éliminer un autre joueur. Et là, la partie va durer ainsi jusqu'à temps que tous les joueurs soient éliminés ou jusqu'à ce que le paquet soit épuisé. À ce moment, on va dévoiler les cartes qu'on a en main et la carte avec la plus grande valeur va l'emporter. Mais il y a beaucoup de subtilité à avoir dans le jeu. Il peut y avoir du bluff et tout ça. C'est hyper rapide. Vous jouez le temps que vous voulez. Oui, il y a de l'élimination de joueurs dans le jeu, mais une manche, ça dure 3 minutes. On est éliminé, puis, je veux dire, on recommence à jouer 30 secondes après. C'est vraiment excellent. Ce jeu-là devrait figurer dans la liste des meilleurs petits jeux de n'importe qui. Bon, alors, dernière petite vérification. Oh, ben voyons. Mais vous avez vu comme moi, là, en début de vidéo, quand j'ai pris mes mesures, j'étais pourtant certain que les boîtes étaient sensiblement de la même grosseur, du même format. Je pense que c'est simplement mon ruban à mesurer qui a un problème, là. Ça doit être ça. Mais le jeu en position numéro 1, c'est le jeu également le plus récent sur ma liste. C'est un jeu de 2017. Il s'agit de Fantasy Realms. Fantasy Realms, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, un jeu de cartes. On va avoir un deck, je crois, de 50 cartes et ça représente le jeu complet. D'ailleurs, tout récemment, du moins ici au Canada, il y a une version rethématisée qui est rendue disponible, qui s'appelle Marvel Remix. Alors, c'est carrément Fantasy Realms, mais avec une thématique des personnages de l'univers de Marvel, mais avec donc des nouvelles thématiques, une autre thématique et des nouveaux effets, mais ça reste le même jeu. Donc, en quelques mots, Fantasy Realms, c'est quoi? Comme je le disais, c'est un deck de 50 cartes et au terme de la partie, lorsque la partie va se terminer, on va avoir 7 cartes en main et on voudra que les 7 cartes qu'on aura en main à ce moment-là génèrent le plus de points possible. On a 11 catégories de cartes, si je ne me trompe pas. On va avoir des cartes de catégorie température, des artefacts, des armes. On peut avoir des personnages comme des enchanteurs, par exemple. Il y a des éléments aussi comme le feu. Alors, il y a différentes catégories de cartes. Et tous les joueurs vont commencer la partie avec 7 cartes en main et vont aussi terminer la partie avec 7 cartes en main. À mon tour, je peux piocher une carte qui est face cachée sur le dessus du deck ou je peux piocher une carte qui est face visible dans la défausse. Et la défausse, on aura toutes les cartes accessibles. Dès que les cartes sont défaussées, elles sont éparpillées dans la zone de défausse, donc n'importe quelle est accessible. Mais ensuite, lorsque j'ai pioché ma carte, je dois en défausser
une de ma main dans la zone de défausse. Dès que 10 cartes, seulement 10, dès que 10 cartes se retrouvent dans la zone de défausse, c'est la fin de la partie. Alors, si on ne veut pas que la partie se termine, on a intérêt à aller chercher les cartes qui sont dans la défausse pour essayer de la prolonger un peu plus. Mais si on veut que ça se termine rapidement, ben là, on va essayer de prioriser la pioche à l'aveugle, mais parfois les cartes qui sont face visible nous intéressent. Et les points vont être déterminés, vous l'aurez deviné, selon les cartes qu'on aura en main à ce moment en fin de partie. Une partie va durer environ entre 15 et 20 minutes, tout dépendant là, des circonstances. Et on peut avoir, par exemple, pour vous donner quelques idées des interactions que les cartes peuvent avoir, on peut avoir des cartes comme la forge qui va avoir une valeur de pointage de base de 9 points. Donc, peu importe ce qui se passe, la carte en fin de partie devrait me rapporter 9 points, mais qui, en plus, pour chaque duo d'armes et d'artefacts que je vais avoir entre mes mains en fin de partie, je vais marquer 9 points supplémentaires. Ou bien on pourrait avoir dans mes mains une carte de licorne qui, elle, me vaut seulement 3 points de base, donc c'est pas très intéressant. Toutefois, si je réussis à terminer la partie avec une princesse également en main, bien là, je vais avoir une chevaucheuse de licorne et je vais pouvoir marquer 30 points supplémentaires. Alors, il y a plein de petites subtilités comme ça, des trucs qui sont de contextualisation aussi. Donc, dans certains contextes, la carte de licorne va être super puissante. Dans d'autres contextes, moi, ça ne m'avantage pas. Je peux la défausser, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être hyper intéressant. On pourrait aussi avoir des cartes qui vont annuler les effets de pointage d'autres cartes que je pourrais avoir dans mes mains dans certaines circonstances. Donc, il faut faire attention également à ce qu'on garde en main en fin de partie parce qu'on peut s'auto-pénaliser. Mais il y a toujours cet aspect-là de push your luck aussi parce qu'on ne peut jamais être à 100% certain du moment où la partie va se terminer, à moins d'être celui qui volontairement défausse la 10e carte en étant conscient de ce qu'il a en main. Je dois terminer en disant que le décompte des fameuses 7 cartes qu'on a en main en fin de partie peut être un peu laborieux pour nos premières expériences parce que justement, on va avoir des valeurs de base auxquelles vont s'ajouter des bonus pour chaque carte, mais qui, elles, vont dépendre des autres cartes qu'on aura entre les mains. C'est pourquoi on a l'application de WizKids qui rend le décompte hyper facile. Pour chaque joueur, on a seulement qu'à sélectionner les 7 cartes qu'on a en main et l'application va détailler automatiquement le pointage. C'est magique et ça vient énormément raccourcir notre expérience de jeu parce que le jeu se joue très vite, mais ce qui était dommage, c'était que le décompte se faisait de façon un peu trop... Oui, c'est pas interminable, mais c'est trop long pour un jeu de cette durée-là, mais l'application vient tout régler et c'est génial. La rejouabilité du jeu avec toutes les cartes, les différents effets qu'on peut avoir, les différents combos, la nouvelle rethématisation de Marvel qui, selon moi, est un must. Alors vraiment, c'est, selon moi, le jeu numéro 1 dans la catégorie des meilleurs petits jeux sur la planète. Alors voilà pour ce qui était de cette vidéo du top 5 des meilleurs petits jeux. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que j'ai su vous surprendre avec quelques-unes de mes mentions. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à me laisser dans la section appropriée vos commentaires sur les jeux dont j'ai parlé, mais également votre top 5 personnel des meilleurs petits jeux dans des petites boîtes. Attention, je vous demanderai quand même de respecter la même restriction que je me suis imposée, c'est-à-dire que les jeux que vous allez mentionner dans la section commentaires doivent également avoir des boîtes qui sont plus petites que celles de Welcome to, question qu'on puisse avoir les mêmes limitations et que ce soit juste pour tout le monde. Et en terminant, moi, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2